Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue pour cette nouvelle séance de l'état de l'art. Donc, c'est un rendez-vous hebdomadaire que l'on organise à l'INHA depuis le mois d'octobre dernier autour de l'actualité de la recherche en histoire de l'art. Et ce soir, nous sommes très heureuses avec Hilaria d'accueillir Laure Fagnard et Stefania Tullio Cataldo qui vont nous parler du programme de recherche qu'elles ont mené à l'Université de Liège sur Léonard de Vinci et la gravure, donc programme de recherche qui a mené à une belle exposition et un encore plus bel ouvrage, également tout aussi bel ouvrage. Et donc cette séance est modérée par Hilaria Andreoli, qui est coordinatrice scientifique à l'INHA. Elle est par ailleurs spécialiste de l'histoire et des techniques de l'illustration qu'elle enseigne depuis plus de 15 ans à l'Université de Caen-Normandie. Elle est aussi rédactrice en chef de la revue Illustratione et rédige actuellement l'entrée The Illustrated Book of the Renaissance pour The Oxford Bibliographies. Donc sans plus tarder, je lui laisse la parole. Merci beaucoup Lucie et merci à toutes et à tous d'être présents. Donc sans plus tarder, je vais présenter mes interlocutrices. Donc on a Laure Fagnard qui est maître de conférence à l'Université de Liège et Stefania Tullio Cataldo qui est postdoc dans la même université, qui ont mené donc, un programme de recherche, comme disait Lucie, qui a produit entre autres une exposition, mais surtout un très beau livre qui est dans les mains et qui on aura le plaisir de vous faire circuler, dédié à un sujet dont il manquait vraiment un approfondissement, qui est la relation entre Léonard de Vinci et la gravure. Léonard de Vinci, si on peut, disons, transporter ce concept dans l'art et un peu la troisième couronne, un peu comme Dante, Pétrarque et Boccaccio pour la littérature, on a Léonard, Raphaël, Michel-Ange et Raphaël. Alors si pour Raphaël et cette relation très étroite avec Marc-Antonio, son graveur, on avait déjà à disposition pas mal d'ouvrages consacrés à cette relation entre le maître de l'unique et la transposition en gravure, donc un multiple par Liza Pond qui avait écrit Raphael Dürer et Marc-Antonio Raimondi dans 2004 et un catalogue d'exposition d'une exposition à Tours, Raphaël et la gravure en 2021. Pour Michel-Ange, il y avait eu une exposition assez ancienne sur la Fortuna di Michelangelo nell'Incisione en 1964 et Bernardine Barnes qui a produit un livre sur Michelangelo in print en 2010. Donc voilà le vide manqué dans ce panorama grâce à Léonard de Vinci et l'art de la gravure, traduction, interprétation et réception. Donc, comme je vous disais, c'est l'occasion de parler d'un ouvrage qui a aussi donné lieu à une très belle exposition dont ils vont nous parler les commissaires. Mais donc, ouvrage au catalogue d'exposition. Bonsoir à tous et à toutes et encore merci à l'INHA pour cette belle invitation. Alors je réponds à cette première question. Ce n'est pas un catalogue d'exposition. Je vais vous expliquer exactement de quoi il s'agit. C'est en tout cas un ouvrage qui rend compte d'un programme de recherche qui a été, on l'a déjà dit, financé et mené à l'Université de Liège entre 2021 et 2024. Et c'est un programme de recherche qui était dédié à la question de l'infortune, de la fortune et de l'infortune des œuvres de Léonard de Vinci au prisme de la gravure. Alors immédiatement, enfin assez rapidement, on a voulu valoriser cette recherche de deux façons différentes, en publiant un ouvrage et en réalisant une exposition qui ne se superpose pas exactement. C'est pourquoi peut-être donc l'ouvrage n'est pas un catalogue d'exposition, puisque dans l'ouvrage, nous avons étudié la question de la relation entre l'art de la gravure et Léonard de Vinci, et puis nous avons étudié de façon plus ou moins approfondie, j'espère, les œuvres qui, au XVIe et XVIIe siècle, traduisent les inventions de Léonard, alors que l'exposition qui s'est tenue au Château Royal d'Amboise durant l'été dernier, elle n'a pas pu exposer tout le corpus étudié,
seulement une vingtaine d'œuvres ont été exposées, et aussi l'exposition prolongeait en fait la chronologie explorée, puisque nous avons aussi exposé des œuvres qui relevaient plutôt du XIXe siècle, alors que ce n'est pas du tout étudié dans l'ouvrage, puisque cette question peut-être avait déjà été traitée, notamment à la faveur d'une exposition qui avait été organisée en 1984 à Milan. Alors cette exposition, elle présentait des œuvres qui pour la plupart étaient conservées à la Bibliothèque nationale de France, qui a été un partenaire très étroit dans cette recherche, puisque c'est vraiment grâce à la Bibliothèque nationale que l'on a pu réaliser cette exposition. L'exposition a pu aussi être organisée grâce au soutien de la Fondation Saint-Louis, et donc je profite de l'occasion pour remercier ces deux institutions. Et puis je voudrais encore dire que nous avons mené la recherche à la faveur d'un partenariat scientifique qui avait été établi entre l'Université de Liège et la Bibliothèque nationale de France pour mener donc à bien cette recherche. Donc, la chose vraiment très intéressante est qu'on a cette image de Léonard de Vinci un peu liée à l'unique, mais pas seulement à l'unique, aussi à l'infini dans le sens de ne pas terminer, donc quelque chose qui va contre vraiment le principe de la gravure qui a besoin d'un dessin préparatoire. Et la chose vraiment intéressante de vos recherches, c'est que grâce aussi à cette étude de la gravure, vous avez pas seulement approfondi la fortune de Léonard de Vinci, la circulation de ses inventions, mais aussi souvent des points sur la méthode de travail de l'atelier. Donc, ce corpus de gravure vous a servi aussi à approfondir la connaissance qu'on a actuellement de Léonard. Oui, absolument. Effectivement, très rapidement, nous nous sommes rendus compte que ces gravures avaient il y avait un double statut. Les gravures qui plus traditionnellement donc reproduisent les œuvres achevées de Léonard, comme celle que je vous montre ici, donc qui traduit la scène, dont on va peut-être vous parler plus tout à l'heure, et puis un groupe de gravures réalisées du vivant de Léonard, qui elles ont une identité complètement différente et assez inhabituelle, on pourrait dire, puisqu'elles reproduisent des dessins du maître qui ne sont pas destinés comme selon l'usage de l'époque, à être gravés, mais des dessins privés, personnels, des études, des esquisses, et parfois des dessins qui témoignent donc, que nous avons perdus. Donc, et parfois ces gravures nous témoignent aussi de solutions pour des œuvres qui ne sont pas réalisées ou qui n'ont fini par ne pas être réalisées, et auxquelles Léonard a songé à un certain moment. Donc en fait, d'un côté, la gravure qui permet donc d'étudier la circulation et la fortune, et d'autre part, la gravure qui, en revanche, éclaire des aspects inédits de la génétique, de la genèse de l'œuvre d'art de Léonard. Dans ce sens, méthodologiquement, on pourrait dire qu'on s'est servi de cette gravure, un peu comme Vincent de Lieuvain l'a fait pour ses études sur la Sainte Anne qui ont donc après abouti dans l'exposition 2012, où il a identifié un certain nombre de copies, qui n'étaient pas vraiment des copies, mais qu'on appelle aujourd'hui des ritratti, c'est-à-dire des œuvres qui sont exécutées au sein de l'atelier de Léonard et qui témoignent de différentes phases exécutives de l'original, avec des solutions que Léonard parfois pensait qu'il suffit finalement à écarter, et donc qui nous donnent un peu un aperçu comme des photons en fait de cette vie de l'œuvre d'art qui pour Léonard est une créature vivante, et donc qui va de l'enfance jusqu'à la maturité avec des transformations successives, et donc voilà, ces copies finalement ne sont pas des œuvres de dérivation, mais ce sont des œuvres qui nous éclairent sur la genèse, sur la réflexion, sur l'acheminement créatif de l'artiste. Pour vous faire un exemple donc, de ce genre de gravure, c'est 4 solutions pour le monument équestre à Francesco Sforza, où réalisé donc, pour Lodovico il Moro, grand projet sur lequel Léonard travaille pendant presque toute sa permanence, sa première permanence à Milan, donc à peu près 17 ans.
qui peuvent être mis en relation avec certains dessins de Windsor. Cette solution de monument équestre avec un cheval cabré, évidemment, posait des grands soucis, des grandes problématiques statiques. On voit bien que Léonard, dans ces deux dessins, réfléchit à comment soutenir ce cheval cabré, donc avec un tronc d'arbre ou alors avec un captif, éléments qui d'ailleurs sont aussi présents dans la gravure. Vous voyez qu'il y a différentes solutions, donc quand même de la position du captif. Mais ce que la gravure nous permet de comprendre, c'est qu'une question nodale pour Léonard, vraiment centrale dans pour ce monument équestre, était le dynamisme du buste du condottiere. Vous voyez qu'il réfléchit beaucoup au positionnement des bras, donc la main gauche qui doit interagir avec le cheval et la main droite avec le bâton du commandement qui doit être, pour laquelle réfléchit à différentes positions. Nous ne savons pas donc tous les dessins qui ont inspiré donc ces solutions, et c'est grâce à cette gravure que nous apprenons ces hésitations de Léonard autour de cette question du dynamisme du condottiere, qui était quelque part un défi lancé à son prédécesseur sous cette commande. Antonio de Pollio, vous voyez, la solution est beaucoup plus statique, beaucoup plus, il n'y a pas ce dynamisme. Et alors, une autre chose qui pourrait être intéressante, toujours pour conclure sur cette gravure, c'est qu'il pourrait s'agir d'un assemblage libre donc, de plusieurs dessins, mais peut-être aussi le témoignage de cette gravure pourrait être le témoignage d'un presentation drawing, d'un dessin de présentation que Léonard aurait soumis à son commanditaire pour avoir son avis et pour discuter avec lui de la solution que le commanditaire aurait trouvé plus souhaitable, préférée. Voilà. Alors, Léonard et la gravure, c'est une relation compliquée. Compliquée, autant la description de ces techniques. Donc, Léonard, comme son habitude, peut créer aussi des techniques qui n'existent pas. Donc, j'ai essayé de me débrouiller avec la description du Codex Madrid II, cette nouvelle méthode de graver sur métal en relief, qui me semble digne d'un exploit justement léonardesque et qui n'a pas eu suite. Mais cette relation entre Léonard et la gravure, dans ces moments particuliers de développement de la technique de la gravure et de prise de conscience par les artistes de son utilité et de sa puissance pour la diffusion de leurs inventions, peut être déclinée en trois axes différents. Donc on a évidemment l'utilisation de la gravure pour l'illustration de ses traités et de ses écrits, une gravure de reproduction de ses œuvres peintes et aussi de tout ce qui est la production énorme de dessins. Donc si vous pouvez nous dire quelque chose sur ces trois déclinaisons de gravure. Alors peut-être avant, il convient de préciser que Léonard de Vinci n'a jamais pratiqué lui-même la gravure. En tout cas, on n'a aucune source qui permette de pouvoir affirmer cela. Ce qui peut paraître paradoxal, puisque on sait que Léonard de Vinci s'est intéressé à des sujets extrêmement variés, que sa curiosité était vraiment insatiable. Alors pourquoi pas la gravure? En tout cas, il n'a jamais pratiqué la gravure. Et le fait qu'il n'ait pas non plus pratiqué la gravure peut paraître paradoxal, puisqu'il a été en apprentissage dans l'atelier d'un sculpteur et surtout orfèvre. Or, à cette époque précoce, les orfèvres sont souvent des graveurs, ou surtout les graveurs sont surtout des orfèvres. Mais ça ne veut pas dire, même si Léonard n'a pas pratiqué lui-même la gravure, n'a jamais tenu le burin entre ses mains, ça ne veut pas dire qu'il ne s'intéresse pas du tout au médium. Et comme tu l'as dit, il semble s'intéresser surtout au médium pour illustrer ses traités. Il semble quand même que c'est le médium l'intéresse avant tout pour les possibilités qu'il offre pour illustrer des traités. On sait que Léonard avait l'intention de publier plusieurs traités, c'était peut-être même l'une de ses ambitions ultimes. Et on sait que parmi tous les traités qui étaient sans doute prêts à être édités, ou en tout cas dans une voie de finalisation, eh bien, il y avait le traité d'anatomie, dont on connaît surtout aujourd'hui des dessins conservés à Windsor. Et on sait par les premiers biographes de Léonard, notamment par Paolo Giovio, que Léonard avait imaginé ce traité comme un traité évidemment de texte,
mais un traité illustré par la gravure. L'image devant expliciter le texte, ou bien le texte devant être explicité par la gravure, par les images. Et alors évidemment c'est très malheureux que ça n'a jamais été finalisé, que ça n'a jamais été édité, mais c'est pas finalement très étonnant puisque on sait aujourd'hui par tous les travaux des historiens des sciences que Léonard accorde vraiment une importance primordiale à l'image pour expliciter des phénomènes scientifiques et que pour lui l'image doit absolument jouer un rôle essentiel pour transmettre en fait le savoir. Et donc c'est finalement pas étonnant qu'il ait voulu illustrer de gravure ces traités, mais c'est d'autant plus dommage que ce ne soit pas finalisé. Donc ça c'est peut-être le premier axe, la gravure comme traité, comme illustration de traité. Le deuxième axe, c'est vraiment donc la gravure de traduction, d'interprétation, de reproduction, je ne sais pas comment il faut l'appeler, qui, dans le cas de Léonard, est assez restreinte, puisque donc de son vivant, parmi tous les chefs-d'œuvre peints du maître, eh bien, il n'y a que la scène qui fait l'objet d'une traduction gravée. C'est une œuvre qui est en fait la plus célèbre, c'est la plus célèbre œuvre de Léonard durant de très nombreux siècles. Et c'est une gravure qui permet de pointer aussi un élément très important, contrairement, semble-t-il, à Mantegna, contrairement à Raphaël, surtout plus tard. Léonard ne semble pas avoir orchestré la diffusion de ses compositions par la gravure. Il ne semble pas avoir voulu s'associer avec un graveur professionnel qui l'aurait chargé, selon des termes très précis, de traduire ses compositions dans Burin. La scène est donc une exception à cet égard. C'est une œuvre qui reproduit assez fidèlement le modèle. On peut jouer un peu au jeu des différences et des ressemblances. Vous voyez que la composition, enfin le format rectangulaire est bien reproduit, le plafond à caisson, la nature morte qui est présentée sur la table, les attitudes, toutes les émotions, les fameuses émotions des apôtres sont assez fidèlement représentées, mais il y a quand même quelques différences. Le Christ est nimbé, ce qui n'était pas le cas dans la peinture murale. L'artiste qui a réalisé la gravure a ajouté un petit chien qui est très instructif puisque lorsque l'on voit plus tard des dérivations de Léonard avec un petit chien, on sait que c'est plutôt à partir de la gravure que ces dérivations ont été réalisées. Et puis surtout, l'artiste a introduit une inscription qui précise le moment qui avait été choisi par Léonard dans la peinture murale, qui est un moment qui est rarement représenté, puisque Léonard avait choisi de représenter les secondes qui précèdent la désignation du traître, et non pas la désignation en tant que telle du nom de Judas. Une question peut-être qui est intéressante aussi, c'est qui a réalisé, pourquoi cette gravure a été réalisée, est-ce qu'il y a un commanditaire derrière cette gravure, puisqu'on se situe vraiment à une époque très précoce pour les gravures de traduction. Et une hypothèse avait été récemment formulée par une chercheuse que nous avons repris en argumentant encore cette hypothèse. Peut-être que c'est une œuvre qui a été commandée par Ludovic Sforza lui-même, qui se serait ainsi saisi du médium pour diffuser son prestige, sa politique culturelle, et pour montrer ainsi les œuvres de son artiste de cour au-delà des frontières de son duché. On sait qu'à la même époque, les marquis de Gonzague pratiquent de la sorte avec des gravures de Mantegna. Les marquis de Gonzague offrent des gravures de Mantegna comme cadeau diplomatique pour témoigner visuellement du prestige de leur cour. Oui, une troisième typologie, donc est celle que j'évoquais tout à l'heure, celle donc des gravures qui ne
sont pas de traduction, mais qui interprètent des dessins de Léonard qui n'étaient pas destinés à la gravure. Et nous avons notamment constitué un corpus qui nous semble assez cohérent d'un point de vue stylistique. 8 gravures, et sont toutes de petit format et connues en très peu d'exemplaires. Vous voyez là, il y a une cohérence à prendre, excusez-moi, on parlait peut-être tout à l'heure quand on examinera la question de l'attribution. Comme je vous disais, alors quels sont les modèles? Alors les plus disparates, par exemple, parfois des illustrations qui étaient destinées à des traités, par exemple ce cheval qui peut-être pourrait dériver d'une illustration pour le livre di pittura. Ou alors d'études pour la fusion du monument équestre de Francesco Sforza, qui, comme vous savez, s'est évolué, on va dire, dans le sens d'un cheval au trot, donc plus en relation avec une iconographie qui est celle du monument équestre impérial. Et donc, évidemment, probablement avec des dessins des privés, un peu des esquisses, des études qui ne sont pas destinées vraiment à être transcrits ou transformés destinée à une peinture, peut-être avec la médiation de copies d'atelier, de dessins qui copient donc les dessins du maître et qui fournissent donc le modèle au graveur. Un exemple, vous voyez, on peut dans cette pourrait être, comment dire, fourni par ce dessin qui avait été déjà en 2003 mis en relation avec l'atelier Léonard, qui nous avons mis en relation avec ces 2 gravures de tête de vieillard qui semblent un peu tourner dans l'espace et qui pourraient avoir inspiré une autre gravure de la même série qui aujourd'hui est perdue. Vous voyez, c'est vraiment le même personnage, le même vieillard, le même individu, qui cette fois-ci est habillé en tenue de femme, avec des habits de femme et une position légèrement différente. Une chose semble assez certaine, c'est que Léonard n'a pas voulu, n'a pas incité, n'a pas non plus surveillé, on va dire, supervisé la réalisation de ces gravures. Parce que parfois elles dérivent de l'assemblage libre de dessins qui ont été réalisés dans des moments différents de la carrière du maître. Donc en fait, ces dessins ont circulé au sein de l'atelier, ils ont été peut-être recopiés et puis elles sont arrivées dans les mains du graveur, mais il faut comprendre comment et pourquoi. Un exemple est celui de ces 3 têtes de chevaux que vous voyez dérive de dessins complètement qui appartient à des contextes différents, un dessin de jeunesse tiré d'une tête de cheval qui était conservé dans les collections médicéennes, un dessin un peu plus tardif qui te dit la question de la force vitale de l'animal, du cheval, et puis des études de proportion, comme vous voyez ici dans cette tête quadrillée, qui peut être mise en relation avec plusieurs feuilles du manuscrit A conservé à l'Institut de France. Alors, il y a une cohérence thématique quelque part parce que ce sont des gravures qui illustrent toutes des grands sujets emblématiques un peu de l'activité du travail de Léonard dans ce séjour milanais. Pour reprendre la gravure que nous venons de voir, c'est vraiment une sorte de manifeste, une sorte de synthèse de ce que c'est pour Léonard la réalisation d'un cheval quelque part. Donc l'étude de l'Antiquité, l'étude des proportions qui ont occupé Léonard de façon obsessionnelle à Milan, et puis surtout l'étude de la dimension vitale, de cette, de la force, de l'animal, de l'énergie vitale de l'animal. Et encore une autre thématique qui nous semble quand même assez présente, il nous semble en tout cas que certains de ces gravures témoignent, sont réalisées pour conserver la mémoire de certaines pratiques pédagogiques qui sont, effectuées au sein de l'atelier. Par exemple, nous avons, Giorgio nous dit dans la biographie de Léonard et puis dans aussi un passage des Hommes illustres qu'un moment très important de la pédagogie léonardienne était la copie d'après le modèle sculpté. Donc ce passage de la 3e dimension à la 2e dimension par le dessin. Et donc on a l'impression, si on regarde, si on fait un peu que ces têtes de vieillards gardent un peu la mémoire de cette étude d'après le buste, qui semble tourner justement dans l'espace.
une question qui donc aussi nous a un peu interpellés, c'est que ces gravures sont connues en très peu d'exemplaires et donc semblent aussi destinées à une niche, à une élite. Si on regarde cette gravure des 4 monuments équestres, on se demande si elle peut, il nous semble, difficilement rencontrer les goûts d'un large public. Ce sont des gravures, des œuvres qui peuvent intéresser les artistes, donc connaître les différentes solutions que Léonard a élaborées pour un monument équestre. Non. Et donc, nous avons pensé que peut-être ces gravures naissent dans le contexte justement de l'atelier qui veut conserver la mémoire de certaines compositions, de certaines conceptions du maître. Et peut-être donc dans un moment où Léonard a quitté justement Milan avec l'invasion française, les élèves se retrouvent, on va dire, sans leur maître et dans le culte de leur maître et décident donc de figer, de consolider en fait cette mémoire. C'est un peu le cahier de dessin moderne. Voilà, exactement. La mémoire donc des grands sujets emblématiques, des grandes compositions et aussi évidemment des grands pédagogiques. Alors nous sommes interrogés sur l'intermédiaire, qui aurait pu prendre l'initiative de faire réaliser ces gravures. Il y a un personnage qui a pratiqué lui-même la gravure sur pierre dure, voilà, et qui est dans l'atelier Léonard DB 1490, qui est en relation avec le monde des graveurs et qui est Boltraffio et qui a fourni même un modèle pour une gravure liée à l'Accademia Leonardo da Vinci, comme vous voyez ici par l'inscription de ce buste de femme, donc couronnée de lierre. Donc un personnage, un candidat qui pourrait être quand même possible est justement Boltraffio. À Boltraffio ramène aussi au nom de Boltraffio mène aussi l'étude d'une autre gravure, cette gravure de Viage à l'enfant, une invention léonardienne, mais qui est interprétée surtout par les élèves dans des différentes versions picturales, dont une, la plus qualitativement, oui, la plus haute, la plus belle, conservée à Saint-Pétersbourg, à l'Ermitage. Et donc voilà, nous avons un dessin, donc évidemment très connu de Léonard, et puis 2 études sur papier colorié de Boltraffio. Une autre question qui nous sont posées, qui est l'auteur évidemment de ces gravures? Alors, il y a une autre gravure que je ne vous ai pas montrée jusqu'à présent, que vous voyez là, donc ce lion et dragon, toujours liée à une composition, une invention léonardienne, puisque dérivée d'un modèle inspiré d'une invention Léonard, donc cette lutte entre dragon et lion, et qui présente, comme vous l'avez peut-être déjà remarqué, un monogramme ZA. Donc cette gravure pourrait nous fournir, qui est stylistiquement assez compatible avec notre groupe, pourrait nous fournir une information, une piste assez intéressante pour identifier notre graveur. Et d'ailleurs, c'est intéressant de remarquer comme des gravures qui ne sont pas monogrammées vont dans le sens justement d'une diffusion d'atelier. Au contraire, quand on commence à monogrammer ou à signer, ça veut dire que l'objet prend une circulation beaucoup plus large et on a besoin de faire reconnaître l'origine. Oui, effectivement, le fait que ces gravures n'étaient pas destinées au marché justifie le fait que le graveur n'ait aucun intérêt à les marquer de son monogramme. Exactement. C'est un élément effectivement qui pourrait corroborer ces hypothèses. Donc, bienvenue dans le grand monde de l'enquête. Et donc, vous êtes avec beaucoup de courage lancé aussi dans la reconstruction d'un corpus, d'un mystérieux monogrammiste qui peut probablement indiquer un artiste qui vous avez reconnu, Giovanni Antonio da Brescia, qui est un personnage assez mystérieux et que, grâce à vos recherches, pourra un petit peu émerger du noir et de l'ombre qui le couvre tout autour de son monogramme. Alors cet artiste Giovanni Antonio da Brescia est un artiste qui est connu de longue date des spécialistes de la gravure italienne, des débuts de la gravure italienne, mais c'est un artiste sur lequel il reste encore beaucoup de choses à découvrir et on voudrait encore, avec Stéphania, pouvoir poursuivre cette enquête. C'est un artiste qui est actif prétendument en Vénétie, en Lombardie, mais aussi à Rome,
Et c'est un de ces premiers artistes, en tout cas de la péninsule italienne, qui s'attache en fait à transcrire des compositions inventées par d'autres maîtres. L'un de ses premiers donc graveurs de traduction, puisqu'il n'a pas gravé que d'après Léonard de Vinci, mais il a aussi gravé d'après Mantegna, d'après Dürer, d'après l'Antique. Il réalise de très belles sculptures, de très belles gravures d'après des sculptures antiques. Et puis à la fin de sa carrière, il grave aussi même d'après Raphaël. Alors malheureusement, il n'y a aucun document qui ne mentionne cet artiste de son vivant, et on a reconstitué son œuvre. Nous, d'autres spécialistes, ont constitué son œuvre à partir d'un ensemble de gravures signées, avec une signature qui varie dans le temps. Donc Giovanni Antonio da Brescia, et à la toute fin de sa carrière, visiblement, il utilise plutôt une forme latine de son nom. Et puis en 1992, Suzanne Borch a associé à ce corpus un autre corpus qui était associé plutôt au prétendu Zoan Andrea, ou bien au maître ZA, ou bien donc à un maître qui signe ses gravures d'initiales ZA. Et elle avait proposé d'associer les deux maîtres, donc que Zoan Andrea, le prétendu Zoan Andrea, soit en fait Giovanni da Brescia, sur la base d'observations très très fines de la réutilisation de plaques. C'est un artiste qui réutiliserait des plaques. Voici la séquence à examiner. Il aurait donc d'abord réalisé le Saint-Jérôme d'après Dürer, et puis il aurait poncé la plaque pour réaliser la Judith d'après Mantegna, puisque dans la Judith d'après Mantegna, on trouve encore des traces de la queue du lion. Et puis, dans un troisième temps, il aurait encore gratté la plaque où était représentée la Judith pour peindre cette sculpture antique découverte à Rome peu de temps avant, et on trouve dans la Vénus une trace du pied de la Judith. Or, je ne sais pas si vous le voyez, mais ces trois gravures, eh bien, elles présentent trois signatures différentes. Le Saint-Jérôme, c'est le Z avec le Z en minuscule, associé donc au prétendu Zoan Andrea. La Judith, c'est un Z majuscule A. Et puis, la Vénus, là, est signée donc à la latine Giovanni Antonio da Brescia. Nos propres recherches sur le corpus léonardien a conforté en fait cette hypothèse, et je laisse Stéphanie expliquer. Oui, en effet, on a évoqué tout à l'heure que ces gravures, ce corpus de gravures dont je vous ai parlé, peut être rapproché donc, du corpus donc, du monogrammiste Zeda. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous pouvons aussi rapprocher donc, nos gravures des gravures signées ou attribuées depuis longue date à Giovanni Antonio da Brescia. Donc, ce qui corroborait le fait que ces deux personnalités sont en réalité, ces deux identités sont en réalité la même personne. Je vais vous montrer maintenant pourquoi. Donc, il y a des raisons, il y a un faisceau d'indices, si vous voulez, des raisons donc, stylistiques qui nous poussent à rapprocher ces gravures donc, de Giovanni Antonio da Brescia, donc des gravures signées par Giovanni Antonio da Brescia, comme par exemple ici, cette comparaison entre, où vous voyez que c'est un style typiquement, c'est une gravure donc, de la période mantegnesque de la production de Giovanni Antonio, signée donc à la latine, où vous voyez cette façon typique de graver des graveurs qui se sont soit formées en copiant des gravures de Mantegna ou alors auprès de Mantegna lui-même, avec ces traits parallèles qui se croisent presque jamais, et parfois cette façon de laisser dans l'inachèvement certaines parties périphériques de la composition. Une autre indice que je vous raconte, est un peu, c'est cette gravure de Giovanni Antonio da Brescia, qui est attribuée depuis longue date à Giovanni Antonio da Brescia, assez, voilà, et avec un style qui est assez identifiable. Et dans l'exemplaire conservé à Rome, on a retrouvé une contre-épreuve de la gravure des 4 monuments équestres, dans le verso des 4 monuments équestres que je vous ai montré au début de cette présentation. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a le captif qui est accroupi. Je vais vous le montrer avec voilà, ce captif qui est accroupi. On le retrouve, on le voit. Voilà, et non, il ne peut plus le parler ici. Voilà, on le voit
là. Et là, vous reconnaissez le cheval, la silhouette du cheval, avec le bâton du commandement qui est là. Je ne sais pas si en haut à droite. Bon, à gauche, pardon, il faut avoir un peu d'imagination. Bon, il faut avoir un peu de confiance, parce que c'est vrai que c'est un contre-épreuve qui a été signalé par Hyde, mais à Rome, on m'avait dit être peut-être qu'il ne s'avait jamais retrouvé, mais en fait, elle était bien visible. Sauf que il fallait avoir un peu dans les yeux la gravure pour le retrouver. Et une autre chose, c'est l'étude des filigranes qui a conforté cette association, puisque justement, cette feuille, dans l'exemplaire qui est conservé à Rome et aussi au musée militaire, présente un filigrane que je vais vous montrer ici. Je ne sais pas si vous l'avez identifié, il est peut-être plus visible que la contre-épreuve. Donc c'est une sphère avec une traverse, une deuxième traverse, et puis un X, une croix de Saint-André au bout, qui correspond à briquet 3058. Et ce même filigrane se retrouve aussi sur l'une des gravures de notre corpus, cette tête de femme qui est évidemment en relation avec la tête de la Vierge Rocher, mais aussi avec tant d'études de femmes mélancoliques et légèrement souriantes qui sont produites par les disciples. Bon, vous le voyez pas, bon, oui, voilà. Bon, là, il faut faire confiance. Malheureusement, on n'a pas réussi à... ça se voit mieux dans le catalogue, à vrai dire. Voilà. Et en poursuivant cette recherche sur les gravures d'une époque comme le XVIe et XVIIe siècle, dans laquelle la gravure est, disons, assise déjà sur des périodes de capacité technique et mise en place technique déjà plus assurée, une des questions qui est vraiment centrale dans vos recherches est la reproduction par une technique comme la gravure d'un style tellement compliqué à reproduire comme celui de Léonard. Léonard et le sfumato sont l'antithèse propre de la gravure entendue comme ligne de définition, comme art de la ligne et de la chure. Donc on voit que vers le XVIe, XVIIe siècle, quand on a plutôt une gravure d'interprétation et de reproduction, on a des artistes qui arrivent avec des prouesses techniques à donner une idée aussi de la main et du style de l'artiste. Alors, c'était en fait le point de départ de notre recherche, puisque toutes ces recherches, on vous l'a dit, elles s'ancrent dans des questionnements qui sont liés en fait à la réception de l'artiste. Et depuis assez longtemps, et cela avait déjà été souligné, la critique se demandait mais pourquoi en fait les grands chefs-d'œuvre de Léonard de Vinci dans le domaine de la peinture ne sont pas reproduits de son vivant, et même pourquoi est-ce qu'il faut attendre aussi longtemps pour qu'ils puissent être reproduits. Et je vous signale ici que la première traduction gravée de la Joconde, eh bien, elle date seulement de 1651. Et vous le voyez, c'est une traduction qui n'est peut-être pas des plus fidèles, puisqu'il n'y a pas le paysage, il n'y a pas les mains, il n'y a pas la loggia, même le sourire, le célèbre sourire de Lisa del Giocondo a un peu disparu. Et vous voyez que c'est une toute petite vignette qui est en fait intégrée dans l'édition française du traité de la peinture, non pas pour reproduire la Joconde, mais en fait pour expliquer donc des propos théoriques de l'artiste. Et ça a été en fait ça aussi le point de départ de notre recherche, c'est de comprendre pourquoi eh bien, la renommée de Léonard de Vinci, elle ne pouvait pas s'asseoir, elle ne pouvait pas s'appuyer sur une diffusion large de ses chefs-d'œuvre dans le domaine de la gravure. Et une des explications, Stéphanie va revenir là-dessus, c'est donc cette histoire de style, de reproduire le style. Ah oui, on s'est dit que peut-être l'une des réponses à apporter à cette question était, comme il a évoqué, l'irreproducibilité, la non-reproductibilité technique du style de Léonard. Donc Léonard est un immense dessinateur, comme on le sait, mais en peinture refuse le dessin, donc il a une abstraction de l'intellect et de l'esprit. Au contraire, les contours doivent, les formes doivent se fondre dans l'atmosphère, doivent se fondre. Et donc, reproduire, traduire ce moelleux des chairs, cette dimension atmosphérique de l'air grosse, de l'air qui entoure les formes,
est très problématique. Et d'ailleurs, donc, on n'est pas surpris du fait que jusqu'au XVIIe siècle, ce sont surtout les dessins qui sont reproduits en gravure et qui circulent en Europe. Donc, ces reproductions, ces gravures qui circulent donc, en Europe sont dérivés des dessins. Mais au XVIIe siècle, effectivement, comme il le disait, il y a une évolution technique qui permet quelque part de relever le défi de ce format léonardien. Et donc, l'un des exemples les plus fascinants est ce Saint Jean-Baptiste de Boulanger qui, vous voyez, essaye avec une sorte de pointillé presque de rendre ce moelleux des chairs. Mais ce qui m'a personnellement frappé en confrontant avec l'original, c'est que la version qui est proposée de ce Saint Jean-Baptiste est une version de la France classique. C'est un Saint Jean-Baptiste qui n'est pas caravagesque, qui ne surgit pas de l'ombre absolue, de l'ombre des noirceurs dont Vasari parle quand il décrit le style de Léonard, mais c'est un Saint-Jean qui est beaucoup plus lumineux, qui est beaucoup plus... voilà, je ne sais pas si vous avez le même ressenti que moi. Et d'ailleurs, la chose qui me vient à l'esprit en le regardant comme ça, c'est qu'il devient une prouesse technique de reproduire Léonard de Vinci en gravure. Donc je pense qu'il y a aussi un XVIIe siècle français qui est vraiment le grand siècle de la gravure. Là, par exemple, c'est un bourrin qui imite une manière noire, qui est la technique qui est la plus adaptée à Léonard, donc une sorte de préconisation d'une technique qui met en valeur le point de lumière par rapport à un fond noir, et donc une réalisation à bourrin qui, en effet, est une prouesse technique. Donc je pense que pour un graveur du XVIIe siècle français, se confronter avec Léonard, c'était aussi démontrer qu'il avait une maîtrise de son instrument. Oui, parce que la gravure devient peinture, quelque part peinture, voilà, et par les nuances de gris qui deviennent vraiment comme de la peinture et qui quittent en monochromie, et puis par donc ces effets de moelleux de matière, donc de velouté, voilà, qu'on peut percevoir déjà un tout petit peu dans les gravures qu'on a vues tout à l'heure, dans ces gravures qui ont ces reflets un peu gris argentés, très très raffinés. Et pour conclure, on voulait ce processus, on va dire, de mimésis quelque part de la gravure, de la peinture, de la gravure, qui essaye d'imiter ce moelleux des chairs, voilà, ce style léonardien qui est difficile à reproduire. Peut-être que l'une des notes les plus belles, l'une des épisodes les plus beaux, est celui de la Joconde de Kalamata, qui vraiment élabore une technique qui voilà, c'est l'aboutissement de toute une réflexion technique et qui lui permet effectivement de rendre ce paysage qui résonne avec la Mona Lisa. Donc, mais nous sommes au XIXe siècle, donc c'est quelque chose de vraiment qui Et donc, pour revenir au point de départ, donc cette exposition qui a eu lieu au Château d'Amboise et qui a permis... qui a été possible grâce à un prêt exceptionnel d'œuvres de la BNF que nous tenons encore à remercier. Nous terminons aussi cette présentation avec ces deux œuvres. Donc une œuvre qui a ouvert le parcours d'exposition, cette scène qui est l'une des premières œuvres de gravure de traduction de l'histoire de la gravure et qui donc témoignage du grand succès de la scène, et puis l'icône un peu des temps modernes qui est la Joconde qui achevait le parcours d'exposition à Amboise. Avant les téléphones portables qui se font des selfies devant. Je propose qu'on remercie trois intervenantes de ce soir. On les applaudisse. Merci. Merci aussi. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Nous accueillons Manon Le Caplin et Camille Belvez, qui sont respectivement directrices et conservatrices au musée de Poitiers, et qui viendront nous parler d'un tout autre sujet, mais d'une donation de 300 œuvres d'artistes femmes qui a été faite au musée de Poitiers l'année dernière. Elle s'appelle La Musée, une donation d'une collection particulière, et qui entraîne beaucoup de changements au sein du musée, notamment une belle exposition et un renouvellement des collections permanentes et des programmes de recherche. Donc nous allons parler de la recherche qui y entre au musée et de la semaine prochaine du musée qui nourrit aussi la recherche. Voilà. Merci à tous et toutes.